En grandissant, j'ai toujours su que j'étais le second choix aux yeux de mes parents. Je m'appelle Jody, et d'aussi loin que je me souvienne, mon frère Tommy a toujours été le chouchou de notre famille. Il a 2 ans de moins que moi, mais cela n'a jamais empêché mes parents de bien faire comprendre qui était leur préféré. Quand j'avais 8 ans et Tommy 6, je me souviens d'avoir ramené un bulletin de notes avec principalement des B et un A. Ma mère l'a regardé distraitement et a dit « C'est bien, Jody », avant de le mettre sur le frigo avec un seul aimant. Quand Tommy a ramené son bulletin une semaine plus tard avec que des A, mes parents ont agi comme s'il avait découvert le remède contre le cancer. Ils l'ont emmené manger une glace et lui ont acheté un nouveau jeu vidéo. Tommy a tellement de potentiel, disait mon père en lui ébouriffant les cheveux. Il ira loin. J'essayais de ne pas me laisser atteindre. Je n'étais pas une élève brillante comme Tommy, mais je faisais beaucoup d'efforts. Mes professeurs disaient toujours que j'étais l'une des élèves les plus assidues de la classe. Je lisais constamment des livres, des romans de fantasy, des biographies, des livres de science, tout ce qui me tombait sous la main. J'ai appris par moi-même à trouver des informations dans les encyclopédies, puis plus tard sur Internet, mais cela n'a jamais semblé impressionner mes parents. Les livres ne te mèneront nulle part si tu n'obtiens pas les notes qui vont avec, disait ma mère chaque fois qu'elle me surprenait à lire au lieu d'étudier. Le pire, c'est quand Tommy a terminé sa 5e année avec d'excellentes notes. Mes parents ont annoncé un soir au dîner qu'ils l'emmenaient à Disneyland en récompense. Et Jody, a demandé Tommy, en me regardant de l'autre côté de la table. Mon père s'est raclé la gorge. Jody restera avec grand-mère Rose. Elle ne l'a pas mérité avec ses notes. J'ai fixé mon assiette, en remuant mes petits pois. J'avais 13 ans à l'époque, assez grande pour comprendre ce qu'il disait vraiment. Je n'étais pas assez bien. Grand-mère Rose était la mère de ma mère, et heureusement, elle ne ressemblait en rien à sa fille. Elle vivait dans une maison accueillante à environ 20 minutes de la nôtre, avec un jardin rempli de roses et une cuisine qui sentait toujours les biscuits. Pendant que mes parents emmenaient Tommy à Disneyland, j'ai passé la semaine avec elle. Tu sais, Jody, m'a-t-elle dit un soir alors que nous étions assises sur sa balancelle de Porsche, tes parents ne comprennent pas ce qu'ils font. Les enfants doivent être aimés de manière égale. Chaque enfant est différent, avec des talents et des forces différents. Tes parents, ils croient bien faire pour Tommy, mais ils vous font du mal à tous les deux dans le processus. Ma relation avec Tommy était compliquée. Nous n'étions pas proches, mais il ne me traitait pas mal non plus. C'était le seul dans la famille qui me traitait comme une personne normale. Parfois, je le surprenais à me regarder avec ce qui semblait être de la culpabilité quand nos parents le couvraient d'éloges et m'ignoraient, mais il ne disait jamais rien à ce sujet. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai trouvé un travail dans un café local appelé Béander. Je voulais mon propre argent, un moyen d'être moins dépendante de mes parents. Après l'école, je faisais mon service, je gagnais quelques pourboires, puis je me rendais chez grand-mère Rose. Elle ne se sentait pas bien ces derniers temps, son arthrite s'aggravait, et parfois elle semblait confuse quant au jour de la semaine. À chaque visite, je lui apportais des pâtisseries fraîches du café. Nous nous asseyions à sa table de cuisine, buvant du thé et mangeant des croissants au chocolat ou des muffins aux myrtilles, et elle me racontait des histoires de sa jeunesse. Ton grand-père était un sacré danseur, disait-elle, les yeux brillants. Il m'a complètement fait tourner la tête à la foire du comté en 62. Ces après-midi avec grand-mère Rose étaient les moments les plus lumineux de mes semaines. Avec elle, je ne me sentais pas comme une déception ou une ratée. J'étais juste Jody, et c'était suffisant. Mais tout a changé quand j'ai eu 17 ans. Grand-mère Rose, qui était devenue plus fragile de mois en mois, est décédée dans son sommeil. J'étais dévastée. Elle avait été mon rocher, mon havre de paix dans la tempête de ma vie de famille. Les funérailles ont été modestes, juste la famille et quelques amis de l'église de grand-mère. Mes parents étaient raides et formels, ma mère s'essuyant occasionnellement les yeux secs avec un mouchoir. Tommy est resté à mes côtés et a même posé sa main sur mon épaule quand j'ai commencé à pleurer pendant l'éloge funèbre. Une semaine après les funérailles, nous nous sommes tous réunis dans le bureau d'un avocat pour la lecture du testament de grand-mère Rose. Je ne m'attendais à rien, je n'avais jamais pensé à l'argent ou au bien de ma grand-mère. Elle me manquait, tout simplement. L'avocat, un homme chauve avec des lunettes rondes, s'est raclé la gorge et a commencé à lire,
à ma fille Margaret Williams, je lègue ma maison et tout son contenu. Ma mère a hoché la tête comme si elle s'y attendait. À mes petits-enfants Jody et Thomas Williams, je lègue mes économies à diviser à parts égales entre eux, $100 000 chacun, à placer sur des comptes séparés auxquels ils pourront accéder à leur 18e anniversaire. J'en suis restée bouche bée. Je n'arrivais pas à y croire. $100 000, c'était plus d'argent que je ne pouvais l'imaginer, et ma grand-mère me l'avait laissé, à moi et à Tommy, à parts égales. J'ai regardé mes parents. Le visage de mon père était rouge, et les lèvres de ma mère étaient pincées en une ligne fine. Ils n'avaient pas l'air heureux, ils avaient l'air en colère. Le lendemain matin, au petit déjeuner, la tempête a éclaté. Alors, Jody, a dit ma mère d'une voix faussement douce, que comptes-tu faire de cet argent de ta grand-mère ? J'ai levé les yeux de mes céréales. Je pensais l'utiliser pour les frais de scolarité de l'université. Mon père a reniflé. Tommy gardait les yeux sur son assiette. L'université, a ri ma mère. Ma chérie, soyons réalistes. Tu peux continuer à travailler dans ce café. Ça te va bien. Je l'ai regardée, confuse. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ce que ta mère veut dire, a interrompu mon père, c'est que c'est Tommy qui a besoin de cet argent pour l'université. Il rêve de Princeton, tu sais. C'est une école prestigieuse, bien plus chère que n'importe quel endroit où tu pourrais entrer. Mais grand-mère nous a laissé l'argent à tous les deux, ai-je dit. Oui, mais Tommy en a plus besoin, a insisté ma mère. Il a un vrai potentiel. Tu devrais lui donner ta part. Je n'en croyais pas mes oreilles. Non, ai-je dit, la voix tremblante. C'est mon argent. Grand-mère voulait que je l'aie. Égoïste, a craché ma mère, le visage rougi par la colère. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait pour moi, exactement, ai-je demandé, me surprenant moi-même par mon audace. Vous avez toujours favorisé Tommy. Vous l'avez emmené à Disneyland et vous m'avez laissé derrière. Vous n'avez jamais célébré aucune de mes réussites. Ne sois pas si dramatique, a dit mon père, m'écartant d'un geste de la main. Tommy mérite des opportunités. Il a un avenir, et pas moi. Je me suis levée, faisant grincer ma chaise sur le sol. Je travaille dur à l'école, j'ai un travail, je subviens à mes besoins. Ça suffit, a lâché ma mère. Tu es ingrate et égoïste. Tommy a plus besoin de cet argent que toi. J'ai regardé Tommy, qui fixait son assiette, refusant de croiser mon regard. Ce n'est pas ta faute, lui ai-je dit, mais je ne renoncerai pas à mon héritage. Je suis sortie de la cuisine, le cœur battant à tout rompre. Pendant les jours qui ont suivi, mes parents m'ont totalement ignoré. Ils passaient à côté de moi dans le couloir sans un mot, parlaient autour de moi au dîner comme si je n'étais pas là. Tommy me lançait des regards d'excuses, mais il n'a jamais pris ma défense. Une semaine après notre dispute, je suis rentrée tôt de mon service au café. En approchant de la chambre de mes parents, j'ai entendu leurs voix étouffées. Je me suis arrêtée, sans intention d'écouter aux portes, mais j'ai alors entendu mon nom. Ce foutu avocat a dit qu'on ne peut rien faire, disait mon père. L'argent appartient à Jody, et elle seule peut y accéder quand elle aura 18 ans. Il doit y avoir un moyen, a insisté ma mère. On ne peut pas laisser cet argent être gaspillé pour elle. Tommy en a besoin pour Princeton. Je sais, mais légalement, nous avons les mains liées. Je me suis reculée, le cœur battant la chamade. Ils avaient vraiment consulté un avocat pour essayer de me prendre mon héritage. La prise de conscience m'a frappée comme un coup de massue. Non seulement ils favorisaient Tommy, mais ils essayaient activement de me saboter. À partir de ce moment, j'ai commencé à compter les jours jusqu'à mon 18e anniversaire et ma remise de diplôme. J'ai fait des heures supplémentaires au café, économisant chaque centime. J'ai postulé dans des universités, en me concentrant sur celles qui avaient de bons programmes financiers. Je n'ai rien dit de tout cela à mes parents. Quand le jour de la remise des diplômes est enfin arrivé, je n'ai ressenti que du soulagement. La cérémonie a eu lieu dans le gymnase de notre lycée, décoré de serpentins bleus et or. Assise parmi mes camarades de classe avec ma toque et ma toge, j'ai cherché ma famille dans le public. Les sièges de mes parents étaient vides.
Après la cérémonie, alors que tout le monde serrait sa famille dans ses bras et prenait des photos, je suis restée seule, serrant mon diplôme. Puis j'ai senti une main sur mon épaule. Félicitations, sœurette, a dit Tommy, avec un sourire gêné. Tommy. Qu'est-ce que tu fais ici? Où sont maman et papa? Il a haussé les épaules. À la maison. Ils ne voulaient pas venir, alors je me suis faufilée. Ils ne savent pas que je suis là. J'ai été surprise par ce geste. Merci d'être venu. Ouais, eh bien, il a traîné des pieds, tu mérites que quelqu'un soit là. Et je suis désolée pour tout, tu sais, avec l'argent et tout ça. J'ai hoché la tête, ne sachant pas quoi dire. Ce n'était pas sa faute, mais il n'avait jamais vraiment pris ma défense non plus. Le lendemain, mes parents ont lâché leur dernière bombe. Tu as 18 ans maintenant, a dit ma mère au dîner, la voix froide. Tu as accès à ton argent, donc tu dois déménager. Je l'ai regardé, puis mon père, qui hochait la tête en signe d'accord. Tommy fixait à nouveau son assiette. Quand j'ai demandé, d'une voix ferme, le plus tôt possible, mon père a dit, demain serait le mieux. Je m'y attendais, mais ça m'a quand même fait mal. J'ai hoché la tête en silence, me suis levée de table et suis allée dans ma chambre pour faire mes valises. Je n'ai pas pleuré, j'en avais fini de pleurer pour des gens qui ne pouvaient pas m'aimer. Le lendemain, j'ai utilisé une partie de mon héritage pour louer un petit appartement. J'ai entassé mes affaires dans ma voiture déglinguée et je suis partie sans un au revoir. Tommy m'a envoyé un SMS plus tard dans la journée, je suis désolée. Ils ont tort. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je n'ai pas répondu, j'étais trop engourdie. Pendant l'été, j'ai fait des recherches sur les universités et j'ai choisi la State University, qui avait un excellent programme de gestion financière et se trouvait dans l'État voisin. Ce n'était pas Princeton, mais c'était une bonne université, et j'avais été acceptée avec une bourse partielle. En août, je me suis installée dans les résidences universitaires, j'ai payé mes frais de scolarité avec l'argent de mon héritage et il me restait encore une somme décente. Ma colocataire, Alicia, venait de Californie et semblait jeter l'argent par les fenêtres, nouveaux vêtements, dîner chic, billets de concert. Mes grands-mères Rose m'avaient appris la valeur de l'épargne, alors j'étais prudente avec mes fonds. Je n'ai pas du tout parlé à mes parents, mais Tommy appelait de temps en temps. Il me racontait des choses sur le lycée, ses amis, des choses normales entre frères et sœurs. Il ne mentionnait jamais beaucoup nos parents, et je ne posais jamais de questions. 2 ans plus tard, Tommy a obtenu son diplôme de fin de lycée. Il m'a appelé avec des nouvelles. Maman et papa ont vendu la maison de grand-mère, a-t-il dit, d'une voix plate. Ils utilisent l'argent pour payer Princeton. Oh, ai-je dit, ne sachant pas comment réagir. La maison accueillante de grand-mère avec son jardin de roses vendu pour financer l'éducation de Tommy. Ça m'a fait mal, mais je ne m'attendais à rien de moins de la part de mes parents. Après cet appel, Tommy a cessé d'appeler régulièrement. Quand j'essayais de le joindre, il répondait brièvement, disant qu'il était trop occupé avec l'université. Finalement, j'ai arrêté d'essayer. Je me suis plongée corps et âme dans mes études, déterminée à prouver à mes parents qu'ils avaient tort. J'ai obtenu mon diplôme avec mention en gestion financière, et grâce à un contact de stage, j'ai décroché un poste chez Harper Financial dans la même ville que mon université. Ce n'était pas une entreprise de renom, mais c'était un début. Mon premier appartement était minuscule, avec à peine assez de place pour un lit et un bureau, mais il était à moi. J'ai commencé en bas de l'échelle, travaillant sur les comptes les plus simples, mais j'étais douée dans ce que je faisais. J'avais le sens du détail et un don pour trouver des solutions innovantes aux problèmes financiers. En 3 ans, j'avais été promue 2 fois. À 27 ans, je dirigeais ma propre équipe. À 29 ans, j'étais l'une des plus jeunes gestionnaires financières seniors de l'entreprise, avec un salaire qui me permettait enfin d'acheter l'appartement dont j'avais rêvé, un 2 pièces moderne avec de grandes fenêtres donnant sur le parc de la ville. Puis, un jour, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Allô, ai-je répondu, m'attendant à un appel commercial. Jody. La voix était plus grave que dans mon souvenir, mais j'ai tout de suite su qui c'était. Tommy? Oui, c'est moi, a dit Tommy. En fait, je suis dans ta ville en ce moment.
Il y a un café sur Main Street qui s'appelle The Blue Door. On pourrait s'y retrouver à 19h? Je connais l'endroit. J'y serai. The Blue Door était un café branché avec des murs en briques apparentes et des plantes suspendues. Je suis arrivé en avance et j'ai choisi une table près du fond. À 19h, la porte s'est ouverte et un homme que j'ai à peine reconnu est entré. Tommy avait toujours été le beau gosse de la famille, grand et athlétique, avec la mâchoire carrée de notre père et les yeux bleus brillants de notre mère. L'homme qui est entré dans le café était toujours grand, mais décharné. Ses vêtements flottaient sur lui et des cernes sombres marquaient ses yeux. « Tu as l'air différent », ai-je dit sans détour. Il a eu un rire sans joie. « Ouais, j'ai traversé pas mal de choses. » Après avoir commandé nos boissons, Tommy est allé droit au but. « J'ai tout foiré, Jody », a-t-il dit à voix basse. Quand je suis arrivé à Princeton, j'ai pété les plombs avec la liberté. Maman et papa avaient toujours été si stricts. À l'université, je pouvais enfin faire ce que je voulais, boire, la drogue, tout le tralala. En 3e année, on m'a renvoyé pour une histoire de drogue. Je l'ai regardé, choqué. Ce n'était pas l'avenir que nos parents avaient imaginé pour leur enfant chéri. Maman et papa étaient anéantis, a poursuivi Tommy. J'ai passé 3 ans en cure de désintoxication. Je suis sobre depuis 2 ans. Je suis désolé que tu aies traversé ça, ai-je dit, et je le pensais sincèrement. Malgré tout, je ne voulais pas que Tommy souffre. Je n'arrive pas à trouver un travail décent. Je travaille dans une station-service à la maison, mais la paie est terrible. Je suis venu ici en espérant un nouveau départ. Je l'ai étudié. Quel genre de travail cherches-tu? N'importe quoi de décent. Je ne suis pas difficile. Mon amie Lena travaillait au RH dans une entreprise de transport et m'avait dit qu'ils embauchaient. Peut-être que je peux t'aider, ai-je dit. J'ai une amie chez Preston Shipping. Ils embauchent du personnel administratif. Je peux glisser un mot pour toi. Le visage de Tommy s'est illuminé. Vraiment? Ce serait génial, Jody. Le lendemain matin, j'ai appelé Lena. Elle a organisé un entretien pour Tommy, et à la fin de la semaine, il avait le poste. Ce n'était pas glamour, principalement du classement de dossiers et de la saisie de données, mais c'était un début. Au cours des mois suivants, Tommy et moi avons renoué des liens. Nous nous retrouvions pour un café ou un dîner une fois par semaine. Il semblait déterminé à rester sobre et à reconstruire sa vie. Lors d'un de nos dîners, Tommy a mentionné nos parents. J'ai essayé de leur parler de toi, a-t-il dit, en remuant les pattes dans son assiette, de ta réussite professionnelle et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit, ai-je demandé, en essayant de paraître indifférente. Tommy a semblé mal à l'aise. Ils m'ont coupé la parole avant même que je puisse commencer. Papa a dit qu'il n'était pas intéressé d'entendre parler de toi, et maman a simplement changé de sujet. Ils n'ont aucune idée du succès que tu as. 6 mois après que Tommy ait commencé son nouveau travail, il est venu me voir avec un problème. Maman et papa ont des problèmes financiers, a-t-il dit alors que nous étions assis dans un café. Ils ont des factures médicales, des dettes de carte de crédit et ils sont en retard sur leur hypothèque. Ils pourraient perdre la maison. J'ai ressenti une pointe de plaisir vengeur, immédiatement suivie de culpabilité. C'est dommage, ai-je dit d'un ton neutre. Je me demandais, a dit Tommy avec hésitation, peut-être que tu pourrais les aider, juste le temps qu'ils se remettent sur pied? J'étais sur le point de refuser, mais quelque chose m'a retenu, le souvenir de la voix de grand-mère Rose, les enfants doivent être aimés de manière égale. Elle aurait voulu que j'aide, malgré tout. De combien ont-ils besoin, ai-je demandé. 2000 $ par mois couvrirait l'hypothèque et aiderait avec les autres factures. C'était une somme considérable, mais je pouvais me le permettre. D'accord, ai-je dit. Je vais les aider. Tu veux que je leur dise que ça vient de toi, a demandé Tommy timidement. J'ai haussé les épaules. Ça n'a pas d'importance. Tu peux juste leur envoyer de ton compte. Je ne fais que mon devoir de fille. Je me fichais vraiment de savoir s'ils le savaient ou non. Il ne s'agissait pas de reconnaissance ou de réconciliation, c'était simplement la bonne chose à faire. Et c'est ainsi que notre arrangement a commencé. Chaque mois, je virais 2000 $ sur le compte de Tommy,
et il les envoyait à nos parents. S'il pensait que cela venait de lui ou d'une autre source, je ne posais pas de questions et je m'en fichais. Pendant 2 ans, cet arrangement a continué. Je me suis concentrée sur ma carrière. Tommy a gardé son travail et sa sobriété, et nos parents sont restés dans leur maison. Un soir, Tommy m'a appelé, la voix excitée. Maman et papa fêtent leur 35e anniversaire de mariage le mois prochain, a-t-il dit. Ils organisent une grande fête à l'hôtel Grand. Toute la famille sera là, ainsi que leurs amis. Et Jody, ils veulent que tu viennes. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Quoi? Pourquoi m'inviteraient-ils? Je pense qu'ils veulent se réconcilier, a dit Tommy, bien qu'il ne semble pas totalement convaincu. Tu viendras? S'il te plaît? Je serai là, et ce serait bien de mettre enfin les choses au clair. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans mon appartement calme, pensant à mes parents. Ils n'avaient toujours aucune idée de mon succès. Ils n'avaient jamais pris contact, jamais présenté d'excuses. Pourquoi voudraient-ils soudainement de moi à leur fête d'anniversaire? Quelque chose clochait. Mais malgré mes appréhensions, j'étais curieuse. Comment serait-ce de les revoir, de leur montrer la femme brillante que j'étais devenue sans leur soutien? Allant à l'encontre de mon bon sens, j'ai décidé d'y aller. Je me suis acheté une nouvelle robe, une élégante robe bleu marine qui coûtait plus que le loyer de mon premier mois dans ce minuscule appartement d'après-fac. J'ai réservé une chambre d'hôtel dans ma ville natale et j'ai pris un jour de congé. L'hôtel Grand était l'endroit le plus chic de ma ville natale, un manoir victorien restauré avec de vastes jardins et un lustre en cristal dans la salle de bal. En tendant mes clés au voiturier et en lissant ma robe, j'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment. Je suis entrée dans le hall de l'hôtel, mes talons résonnant sur le sol en marbre. Un panneau dirigeait les invités vers la célébration du 35e anniversaire des Williams dans la grande salle de bal. J'ai suivi les flèches, mon cœur battant plus fort à chaque pas. Devant les portes de la salle de bal, je me suis arrêtée. À travers les panneaux de verre, je pouvais voir des gens se mêler, rire, lever des coupes de champagne. J'ai vu ma mère dans une robe argentée, acceptant les félicitations d'un groupe de femmes. Mon père se tenait à proximité, l'air distingué dans un costume sombre. Tommy avait dit qu'il m'attendrait dehors, mais il n'était pas encore là. J'ai regardé ma montre, j'étais pile à l'heure. Reprenant une profonde inspiration, j'ai ouvert les portes et suis entrée seule dans la salle de bal. La salle de bal est devenue silencieuse quand je suis entrée. Plusieurs personnes se sont tournées pour regarder, chuchotant entre elles. J'ai reconnu des parents éloignés et des amis de la famille, des gens que je n'avais pas vus depuis plus d'une décennie. J'ai aperçu mon frère de l'autre côté de la pièce, debout près de nos parents. Ses yeux se sont écarquillés quand il m'a vu, et il s'est précipité vers moi. « Jody, tu es venue, a-t-il dit, me donnant une brève étreinte. J'allais justement t'envoyer un message. J'ai dit que je viendrais, ai-je répondu, balayant la pièce du regard. Tommy m'a guidé à travers la foule jusqu'à nos parents. Ma mère m'a vu approcher et a chuchoté quelque chose à mon père. Son expression s'est durcie. « Maman, papa », a dit Tommy quand nous les avons rejoints, « regardez qui est là. » Ma mère a forcé un sourire qui n'a pas atteint ses yeux. « Jody, nous n'étions pas sûrs que tu viendrais. Pourtant, vous m'avez invité, ai-je dit. » Un silence gêné s'est installé entre nous. Puis ma mère m'a conduite à travers la salle de bal jusqu'à la table la plus éloignée, cachée dans un coin. Elle a désigné une chaise avec un marque-place. J'ai baissé les yeux et je me suis figée. Le marque-place indiquait « raté » en calligraphie élégante. « C'est une blague ?» ai-je demandé, la voix étonnamment ferme. Le sourire fin de ma mère a disparu. « Tu sais exactement ce que tu es ?» a-t-elle dit, assez fort pour que les invités proches l'entendent. Tout le monde ici le sait aussi. Tommy nous soutient depuis 2 ans pendant que tu vis égoïstement de ton héritage. Tu ne nous as pas envoyé un seul centime. Tommy est apparu à mes côtés, le visage pâle. Ne fais pas de scène, m'a-t-il supplié. Assieds-toi. On pourra en parler plus tard. J'ai regardé le marque-place, raté, puis le sourire suffisant de ma mère. Un calme étrange s'est emparé de moi. J'ai pris le marque-place, hoché la tête et me suis assise à la place qui m'était assignée.
J'ai placé la carte « Raté » bien en évidence devant moi, où tout le monde pouvait la voir. Le dîner a commencé. J'ai mangé en silence, ignoré par les autres invités de ma table. Finalement, l'heure des toasts est arrivée. Mon père a parlé le premier, remerciant tout le monde d'être venu. Plusieurs parents ont suivi avec des vœux chaleureux. Alors que les toasts semblaient se terminer, je me suis levée, ma coupe de champagne à la main. La salle est redevenue silencieuse. Le visage de ma mère s'est assombri, mais elle pouvait difficilement m'empêcher de porter un toast sans faire de scène. J'aimerais dire quelques mots, ai-je annoncé, à mes parents pour leur 35e anniversaire. J'ai levé ma coupe. Beaucoup d'entre vous me connaissent comme la déception de la famille, la ratée. J'ai montré mon marque-place. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que depuis 2 ans, j'envoie $2000 par mois à mon frère pour subvenir aux besoins de nos parents. Des halètements parcoururent la foule. Le visage de ma mère a blêmi. C'est exact, ai-je poursuivi. Ce paiement d'hypothèque, c'était moi. Ces factures médicales, moi. L'argent venait de moi, pas de Tommy. Il n'était que l'intermédiaire. Je me suis tournée pour regarder mes parents droit dans les yeux. Je l'ai fait parce que malgré tout, je pensais que c'était la bonne chose à faire. Mais je vois maintenant que rien ne sera jamais assez pour vous. Alors considérez ce soir comme ma démission de cette responsabilité. J'ai posé ma coupe et j'ai pris mon sac. Félicitations pour vos 35 ans de mariage. Puissiez-vous en profiter de beaucoup d'autres sans mon soutien financier. J'étais à peine arrivée à ma voiture que j'ai entendu des voix appeler mon nom. Mes parents se dépêchaient de traverser le parking vers moi. Jody, attends, a crié mon père. Nous devons en parler. Il n'y a rien à dire, ai-je dit en ouvrant ma voiture. Tu ne peux pas simplement nous laisser sans rien, a dit ma mère, son hostilité précédente remplacée par la panique. Nous avons besoin de cet argent. Vous auriez dû y penser avant de me traiter de raté devant tous les gens que nous connaissons. On ne le pensait pas, a dit mon père rapidement. C'était juste une blague qui est allée trop loin. J'ai ri. Une blague ? Comme quand vous m'avez dit que je n'étais pas faite pour l'université, ou quand vous m'avez mise à la porte le lendemain de ma remise de diplôme. C'était aussi des blagues ? Ils n'ont pas eu de réponse à cela. Pendant des années, j'ai essayé de gagner votre approbation, ai-je dit, et pourtant la seule chose pour laquelle vous me valorisez, c'est mon argent, dont vous ne saviez même pas que c'était le mien jusqu'à ce soir. Je suis montée dans ma voiture. Ne m'appelez pas. Ne m'envoyez pas de messages. C'est fini entre nous. Une semaine plus tard, Tommy est venu me voir. Je voulais juste m'excuser, a-t-il dit. Ce qu'ils ont fait était horrible, et je n'avais aucune idée qu'ils préparaient ça. Je te crois, ai-je répondu, mais c'est fini maintenant. Je disais la vérité. Je ne les aiderai plus. Tommy a hoché la tête. Je comprends. Je ne t'en veux pas. La vie a continué. Je me suis concentrée sur ma carrière, qui a continué à s'épanouir. Je suis partie en vacances en Europe, une chose que j'avais toujours voulu faire. J'ai recommencé à fréquenter des gens. 6 mois après la fête d'anniversaire, Tommy m'a appelé avec des nouvelles. Ils ont dû vendre la maison, a-t-il dit. Ils vivent dans un petit appartement depuis 1 mois. Ils racontent à tout le monde que c'est de ta faute, que tu es égoïste et avide. Parfois, je pensais à mes parents dans leur petit appartement, vivant avec les conséquences de leur choix. Je ne ressentais aucune satisfaction de leur chute, mais pas de culpabilité non plus. Grand-mère Rose avait raison depuis le début, les enfants doivent être aimés de manière égale. Mes parents n'avaient pas appris cette leçon, et ils avaient perdu leurs 2 enfants en conséquence, Tommy par leur désillusion, et moi par leur cruauté. J'ai gardé le marque-place, raté, en souvenir, non pas de l'opinion de mes parents sur moi, mais du jour où je me suis enfin libérée du besoin de leur approbation. Je l'ai encadré et accroché dans mon bureau à la maison, où je pouvais la voir tous les jours pendant que je bâtissais ma vie réussie par mes propres moyens.